Écoutez, nous allons donc entamer cette réunion. C'est une réunion, hein, on ne va pas appeler ça séminaire. Et c'est une réunion pour laquelle nous considérons qu'il est extrêmement important que vous puissiez vraiment intervenir, vous libérer en quelque sorte, mais également dire ce qui vous passe dans la tête et en fonction de ce que vous ressentez. Le but, c'est un échange. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cette disposition qui me perturbe un peu, je ne vous le cache pas, mais bon, je vais essayer de m'y habituer et surtout que ça soit le plus positif pour tout le monde. C'est ça le but que nous cherchons tous ensemble. Alors je voudrais vous rappeler, parce que je suis presque tenu de le faire, mais je vais le faire de façon très rapide, ce qu'est le Cancéropole quand même, qui est, vous savez, un groupe d'intérêt scientifique qui est devenu, à un moment donné, qui était un groupe d'intérêt public et qui réunit un certain nombre de centres importants dans la région parisienne, bien sûr. Autrement dit, Gustave Roussy, l'Institut Curie, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, la Fondation Dossé, l'Institut d'hématologie lié à Diderot, l'Université Pierre et Marie Curie, l'Institut Pasteur, donc des éléments extrêmement importants, et qui est financé par l'Institut national du cancer, l'INCa, et puis d'autre côté par la région Île-de-France, avec des sommes qui ne sont pas négligeables, puisqu'elles sont autour de 20 millions d'euros par an qui sont distribuées. Alors, les fonctions, vous les imaginez, elles sont d'aider à la conception même de la recherche, d'organiser un certain nombre de séminaires, d'avoir un conseil scientifique. Nous allons voir tout à l'heure le président de ce conseil scientifique qui sera parmi nous, Pierre-Laurent Puig, et puis de lancer un certain nombre d'appels d'offres. Il faut savoir qu'on gère environ 1000 conventions par an, donc ce n'est pas négligeable, et bien sûr des financements de doctorants, de post-doctorants. Je passe sur les détails. Ce qui est important, c'est vrai, c'est que, j'allais dire, sans attendre le rapport de Jean-Pierre Vernant et avec l'illustration dans le plan cancer de la note qu'on va appeler sciences humaines et sociales, l'approche du patient, etc., parce que je crois qu'on l'a en soi, ça, et on l'a défendu déjà depuis des années et des années, avec quelque chose qui tourne autour du rapport entre le médecin et le patient. Et je crois que là, permettez-moi de citer un exemple, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Je ne suis pas cancérologue. Je crois que c'est important que vous le sachiez aussi dans mon historique. J'ai été à un moment donné le président du Cancéropole, peut-être parce que justement je n'étais pas cancérologue et que ça me permettait d'avoir une vision plus globale sans entrer dans des conflits éventuels. Et il y a quelque chose qui m'a toujours énormément frappé. À la fin de ma carrière à l'hôpital, je m'occupais d'une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, que certains connaissent bien ici. Et un jour, j'ai eu un interne qui est venu me chercher en disant « Monsieur, j'en peux plus. J'en peux plus, il y a une famille qui me traque. » Alors vous voyez, c'est inversé, hein, elle me traque, la famille. Ah, pourquoi elle vous traque? Ben, écoutez, oui, alors venez, je peux plus, ils sont tous les jours là, ils sont présents. Et qu'avait cet enfant qui avait une mucoviscidose? Il avait eu une résection totale, c'est extrêmement rare malheureusement, de l'intestin. On était en train d'imaginer qu'on allait mettre en place une alimentation par un système de cathéter profond, très difficile, sur fond de sa maladie mucoviscidose. Et voilà, donc il ne comprenait pas que les parents viennent. Et, voilà. Et donc moi j'ai mesuré ce qui se passait dans l'évolution de la médecine, c'est-à-dire où les internes étaient bien formés, peut-être mieux formés que ce que nous faisions nous-mêmes, ce que nous savions nous-mêmes. Ils avaient des idées très précises sur les traitements, ils ne faisaient pas d'erreur de posologie, mais avec ce refus de l'autre. Et du coup, ça m'a énormément sensibilisé. L'association de la mucoviscidose a fait d'ailleurs dans ce sens des efforts pour la présence des familles et pour leur rôle dans l'organisation. Et donc, je crois que ce désir d'écoute de l'autre, ce désir d'empathie avec l'autre, et ce désir de considérer que le patient lui-même ou bien sa famille doivent être vus, entendus avec la notion d'une altérité, avec un vrai discours, avec un échange,
est pour moi extrêmement important. Et c'est dans cet esprit qu'on retrouve bien sûr la continuité avec les propositions de Vernant concernant le plan cancer. Et c'est, je dirais, sérieusement avec enthousiasme qu'on aborde ces idées. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée, ça a été lancé au niveau du conseil d'administration, de faire en quelque sorte une enquête pour étudier un peu ce qui se passait dans les associations. Que sont ces associations de patients ou de familles? Que veulent-elles? Que font-elles? Et puis, à partir de là, de faire un travail préalable. Et ce travail préalable important, c'était un petit peu d'échanger, de voir s'il se dégageait des idées sur lesquelles on pourrait travailler ensemble. L'idée, c'est ça, c'est travailler ensemble, c'est progresser. C'est qu'il y a un petit mot qui a été écrit par M. Spira, qui a été à l'INCA à un moment donné, et qui a dit « Cancer, bien, le malade est une personne. » Et c'est parfois ce qui manque, malheureusement, encore maintenant, et d'ailleurs les cancérologues le reconnaissent. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a une étude qui vient d'être faite sur les jeunes cancérologues qui, heureusement, montre qu'il y a une évolution quand même qui se fait petit à petit dans ce sens et que l'écoute du patient dans ce discours est quelque chose qui commence à entrer dans les esprits, mais pas toujours, et on a encore des efforts à faire. Alors, l'idée était la suivante, c'était de dire, vous avez une expérience, vous avez un vécu, vous avez lancé un certain nombre de thèmes, ces thèmes sont extrêmement importants, et de toute façon, ils le sont puisque vous les avez envisagés. Vous en êtes fait les acteurs. Et à partir du moment où vous en êtes les acteurs, eh bien, l'idée que nous avons aujourd'hui, elle est simple, c'est nous échangeons, nous voyons ce qui a été fait, et vous voyez, vous, ensemble, ce que vous souhaitez et ce qu'on fasse avec vous. C'est dans cet esprit-là, et sans chercher non plus à ce que, parce que je sais que ça existe, et il faut le dire très franchement, des très grandes associations qui sont présentes aujourd'hui, heureusement, soient dominantes. Ce n'est pas l'idée, c'est l'idée que vous puissiez échanger et que ce que vous faites, vos efforts, qu'ils soient financiers vers la recherche, que ce soit dans la clinique, il y a des ouvrages, on en parlera sans doute tout à l'heure, qui existent maintenant, qui sont importants sur la recherche clinique, sur l'accès à la recherche clinique. À cet égard, juste aujourd'hui, est apparu sur Internet et sur un certain nombre de données, quelque chose qui est, alors je l'ai noté, une enquête PACE, Patient Access in Cancer Care Excellence, et qui a été menée par un laboratoire, et qui vient justement de décrire un petit peu cette situation par rapport à la recherche clinique. Ce n'est qu'un des aspects. Et donc nous allons diviser la séance en 3 parties, et j'ai le plaisir de dire que Gérard Bonos va pouvoir animer avec moi tout cela, et nous allons donc attaquer cela dans cet esprit, et ce que je souhaite, c'est que vous parliez, que vous vous exprimiez, et c'est ça l'intérêt de notre réunion, je l'espère en tout cas. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président.